Bonjour tout le monde. Vraiment un plaisir de vous retrouver en vrai. Je ne suis pas le premier à le dire, je ne serai pas le dernier non plus. Parce qu'on s'ennuyait de ces moments-là. Merci à la Fédération pour l'invitation. Philippe, Mathieu aussi, pour votre aide là, tout au long des travaux qui ont mené à notre étude. Je suis content d'être en vrai, mais je suis content d'être ici parce que c'est le matin. Là. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai une blonde qui n'est pas tellement une personne du matin, puis j'ai deux adolescents qui grognent. Fait que pouvoir parler à des êtres humains, c'est comme un peu nouveau. Je vais m'habituer avec tout le système. Donc, la présentation, est-ce que c'est parti? Il y a bien trop d'écrans, là. Je pense que c'est ça, il va falloir que je m'habitue. Bon, voilà. Merci à la régie. On va s'apprivoiser. Je suis un économiste, entrepreneur, une espèce un peu rare, je dirais. À Viséo, on fait de l'économie, de la stratégie, fait que les deux pratiques s'alimentent. C'est pas deux silos. Ça nous amène à avoir une compréhension qui est quand même assez large, si on veut, de plusieurs enjeux économiques ou de politique publique. Je vais faire un aveu d'humilité. Là, je ne suis vraiment pas un spécialiste de la cybersécurité. Par contre, quand on va faire des plans stratégiques, c'est toujours des éléments qui sont très, très importants. Ceci dit, j'ai été rapidement dans ma carrière mis en contact avec les enjeux de cybersécurité. Là. Quand j'étais un tout petit économiste, j'ai commencé ma carrière à Ottawa, au ministère de l'Environnement. C'était une autre époque. Là. On était dans les méchants pour la négociation du protocole de Kyoto à l'époque. Mais c'est une autre histoire. J'avais un patron très, très généreux, très dynamique, et qui, on était deux célibataires. On se racontait lui était un peu plus récent là, dans son cycle de vie, mais on se racontait un peu nos histoires. Puis, à un moment donné, il était bien content. Il y a eu une lettre d'amour. Ça, c'était il y a 20 ans. Malheureusement, c'est lui qui a parti à I Love You dans le gouvernement fédéral. Si les plus vieux d'entre vous vous souvenez, c'était un verre informatique qui a fait du dommage, pas à peu près, dans plusieurs organisations. C'était un peu le début, si on veut, d'une perte de naïveté. Puis, je vais vous dire, à partir de ce moment-là, je me suis toujours méfié des lettres d'amour. Donc, on a réalisé... Colin, j'ai de l'insécurité là, avec mes affaires. Là, ça fonctionne, hein? Il faut que je vous croie, c'est ça? OK. Donc, on a fait un portrait sur... ouais, ça, c'est celle qui s'en vient ou c'est celle qui est là en ce moment? Ça, c'est celle qui s'en vient? Okay, merci. Ça, c'est celle qui est là. OK, parfait, on va s'entendre. Donc, deux parties, là, si on veut simplifier dans l'étude. Un portrait sur la cybersécurité, dans le fond, c'est quoi l'état de la nation, si on veut, dans le monde entrepreneurial québécois. Puis on a fait une analyse des bénéfices de la valorisation des données. C'est un monde qui est très numérique maintenant, donc la donnée est omniprésente, puis il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent dans le fond. On a de plus en plus d'appareils intelligents, les coûts d'accès à Internet sont plus élevés, peut-être un peu moins au Canada, là, mais ayons confiance, ça va diminuer. Le coût d'entreposage des données a baissé. On a de plus en plus d'outils accessibles, puissants, sophistiqués qui permettent de traiter de l'information. Le commerce en ligne est diablement rendu important. Pierre en a parlé. Juste une image là, que j'aime utiliser, Amazon, chiffre d'affaires de près de 400 milliards américains. Là, essentiellement, les revenus d'Amazon sont supérieurs au PIB du Québec. Donc, donner l'ampleur du commerce en ligne. Ça, c'est juste un joueur. Je ne vais pas parler d'Alibaba et les autres amis. Le nombre de données a été multiplié par 18 dans les 10 dernières années. Des caractéristiques, là, c'est que 82 de ces données-là qui sont vraiment éparpillées. On appelle ça non structuré. Donc, c'est un monde où, oui, il y a beaucoup de données, mais ce n'est pas une pomme à cueillir qu'on croque dedans encore. Il faut travailler dessus pour en faire une bonne tarte. Un autre élément intéressant, il y a 38 des entreprises du Fortune 1000 qui sont dédiées seulement à la donnée. Donc, on est dans cet univers-là. Dans l'étude, on a utilisé une approche structurée.
On a fait une revue de littérature. On a utilisé une enquête également, là, puis c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire avec la plateforme de la Fédération. On a pu questionner plusieurs entreprises. Certaines personnes ici ont été victimes de nos entrevues. Là. Merci de votre collaboration, c'est toujours très apprécié. Et puis, on a utilisé aussi les groupes de la FCCQ pour faire des consultations, tester certaines idées. Donc, si on arrive dans cette première partie de la cybersécurité, on est dans un monde où l'intensification des menaces, des cybermenaces, augmente énormément. Il y a 3 grands facteurs qui l'expliquent. J'ai abordé un peu l'ère numérique. Mais il y a d'autres facteurs que seulement la croissance des données qui vont l'expliquer. Il y a une espèce de démocratisation là, de la cybermenace également. On n'a pas besoin d'être un crack maintenant pour le faire. Vous pourrez même lire, ce matin dans la presse, il y avait un article sur Pegasus, ça fout les jetons. Il y a même des gens qui se vendent pour des cartes cadeaux Saint-Hubert là, pour faire des activités pas tellement adéquates dans leur entreprise. Puis, il y a les nouvelles guerres froides également qui sont dans notre contexte. Là. Je pense qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. C'est la Chine, la Russie. Puis probablement nous autres mêmes, on doit se donner à ce genre d'activité-là pour un peu nuire, faire perdre de l'élan, faire des représailles. Donc, il y a un contexte qui est comme ça également. La crise sanitaire a accentué une tendance qui était là. On a fait un bond, là, souvent on disait on a fait un bond de 10 ans à cause de la crise sanitaire sur plein de choses. Le fait que les réseaux, les postes de travail sont décentralisés, ça a ajouté des vulnérabilités. Le commerce en ligne, on en a parlé. Puis, il y a plein de pratiques. On s'est fait prendre un cours un peu. Il y a plein de pratiques de sécurité qui sont défaillantes. Donc, ça a ouvert la porte à plein de malveillance, si on veut, en termes de cybersécurité. Les statistiques montrent que 63%, donc presque les 2 tiers des entreprises canadiennes qui ont constaté des augmentations des cyberattaques. Juste le gouvernement fédéral, là, c'est plus de 50 cyberattaques par semaine. On attend les chiffres là, pour 2020, c'était 2019. Il y a des chiffres là, qui donnent mal à la tête là, quand on regarde aux États-Unis, genre à chaque 9 secondes, il y a une attaque. Là. Mais je ne voulais pas trop vous faire peur avec ce genre de choses-là. Je l'ai fait peut-être quand même. Mais il y a 87% des chefs d'entreprise qui se disent préoccupés par les cybermenaces. Avant, c'était 80%. Donc, il y a eu une prise de conscience. Moi, je trouve ça c'est quand même rassurant quand il y a ce genre de développement-là. Puis ça n'ira pas en diminuant, là, on va se le dire. Il y a des développements en cours qui vont l'accentuer. L'informatique quantique, oui, ça va permettre de profiter davantage de la cryptographie, puis ça va complexifier les activités pour briser, si on veut, ces codages-là. Et l'intelligence artificielle aussi va probablement permettre de prévoir des attaques. Le problème, c'est que les malfrats vont avoir aussi accès à ces technologies-là, fait qu'on verra qui va gagner, mais ça va être dans le contexte. 5G, Internet des objets, c'est bien sûr c'est lié, mais ce que les experts disent, c'est que la superficie d'attaque va augmenter. La plupart s'entendent dire que les objets connectés sont souvent mal protégés aux attaques. Dans le cadre des travaux, on a parlé avec un enquêteur privé qui disait que la meilleure façon d'espionner les gens maintenant, c'était par la télévision intelligente. Donc, faites attention à ce que vous faites devant la télé. Les menaces prennent plusieurs formes, puis comme je dis, je ne suis pas un expert là-dedans, mais des choses que vous avez déjà entendues, bien sûr, les vers, les virus informatiques, les ordinateurs zombies, les rançongiciels, les injections SQL sur le net, cheval de Troie, hameçonnage, les logiciels espions. C'est soit technologique ou on attaque l'humain, hein, sa naïveté. Ben oui, c'est sûrement une de mes amies sur la vidéo que quelqu'un d'autre m'a envoyé. Je vais cliquer dessus. Dans notre enquête, il y a 41% des entreprises qui pensent avoir été une cible d'une attaque. Je pense qu'il y en a 59% qui ne savent pas qu'ils ont été attaqués. Donc, mais c'est pas ça, c'est éditorial. Mais
on voit que ce n'est pas une proportion qui est si élevée. J'ai hâte d'entendre le panel, voir s'ils vont se prononcer là-dessus, voir c'est quoi leur perception. Les menaces prennent plusieurs formes. Puis on a tout fait une catégorie en fonction de la nature des menaces sous une cartographie dans le rapport. Fait que vous en voyez ici quelques-unes. Bien sûr, on va perdre des avantages concurrentiels. Il y a des guerres économiques aussi. Pensez à des secrets, des façons de faire qui peuvent se retrouver dans les mains de concurrents. La perte de confiance des clients qui va être liée aussi à l'image de marque. Ça va ébranler l'image de marque. On va avoir des ruptures d'opération. On a eu un bon exemple dans la distribution d'énergie cet été. Donc, paye-moi, puis tu vas pouvoir utiliser ton réseau. Là, ça peut facilement arriver, bien sûr, des dommages financiers. Donc, ces menaces-là ont des impacts très importants. Certaines études les ont chiffrées. Une étude américaine qui disait qu'au Canada, le troisième pays où ça coûte le plus cher, c'est 4,2 millions américains, 5,6 millions canadiens par attaque. Donc, c'est une moyenne. Bien sûr, ça varie en fonction du secteur, de l'intensité avec laquelle vous gérez les données. Là, dans le commerce de détail, c'est un peu moins élevé. On est plus autour de 3 millions. Mais dans le secteur de la santé, avec des données extrêmement sensibles, chaque attaque, ça peut être 9 millions en moyenne. Donc, comment les entreprises se perçoivent-elles par rapport à la cybersécurité? Fait on a quelques résultats de l'enquête qui sont très intéressants, puis vous pourrez avoir votre propre interprétation. On est très descriptif dans le rapport. Là, on aurait aimé ça aller un peu plus loin, mais quand on fait ce genre d'enquête-là, il faut faire attention au temps que les gens ont. Là. Donc, on a fait attention à ça. Peut-être dans une autre phase, on pourrait aller un peu plus loin. Mais la moitié des entreprises sondées jugent que leurs mesures en cybersécurité sont adéquates et suffisantes. Il y en a une sur deux qui pense que ce n'est pas adéquat, ce n'est pas suffisant. Si elles pensent que le tout est correct, il y en a quand même juste 20 qui ont un plan de gestion quand arrive une attaque. Donc, il y a quand même un peu un paradoxe de ce côté-ci. Autre paradoxe, 66 qui dédient des ressources pour connaître leurs vulnérabilités et leurs risques, que 2/3, une bonne proportion. Mais je le mets encore en parallèle avec seulement 20 qui ont un plan de gestion. Fait que peut-être qu'on documente les risques et on dit nous sommes vulnérables, mais on ne fait pas l'étape suivante. Des chiffres qui sont quand même intéressants. 80 qui disent qu'ils utilisent des logiciels de sécurité. Est-ce que c'est l'étape facile en termes de cybermenaces? Probablement. Mais au moins, 4 entreprises sur 5 qui se protègent de ce côté-là. Puis, on a le 3/4 qui ont un processus de sauvegarde des données. Maintenant, l'offre est vraiment généreuse. Nous, chez Avisio, il y a 2 ans, on est passé par là. On n'a pas été attaqué, mais je vous avoue que ça m'empêchait de dormir la nuit. Donc, on est passé d'une organisation tels que 2 gars dans leur sous-sol à quelque chose de pas mal plus professionnel. Puis, honnêtement, j'ai été impressionné par les différentes offres et des offres québécoises aussi. Fait que c'est quand même intéressant. Des chiffres peut-être un peu moins réjouissants. Il y a le tiers seulement des entreprises qui offrent de la formation aux employés. Il y a beaucoup d'attaques qui réussissent à cause de l'être humain. Donc, ça ici, c'est peut-être un écart qui est important par rapport aux bonnes pratiques. Puis, on a 27 qui disent souscrire à des assurances. Un mot sur les assurances. La valeur ajoutée de l'assurance, c'est vraiment dans la facilitation du rétablissement après une activité une cyberattaque. La plupart des experts pensent que les types de couverture vont réduire, les coûts vont augmenter. Donc, ça ne permettra pas d'éviter des attaques. En fait, le risque va devenir quasiment une certitude. Là. Toutes les entreprises vont être attaquées. Donc, dans ce monde-là, l'assurance n'a pas vraiment de rôle, mais avoir un rôle dans l'accompagnement ou dans la diminution des risques, probablement à ce moment-là, elle va pouvoir intervenir. Il y a des bonnes pratiques pour réduire les risques. Le risque zéro n'existe pas. Là. Je pense qu'il y a un message à retenir, c'est ça. Il faut être proactif, puis il faut soutenir dans le temps vraiment ces mesures-là.
Il y a la formation qui est fondamentale, là, puis je suis un peu inquiet que seulement le tiers des entreprises qui investissent là-dedans. L'authentification est importante, les contrôles d'accès, la conservation de copies de sauvegarde chiffrées, la tenue d'audit de sécurité, là, je me souviens plus, il y a un terme, c'est des pen tests, je pense. Je rêve de faire ça chez nous, là, ça va s'en venir sûrement en 2022, mais on ne le dira pas aux employés. La mise en place d'un chef de la sécurité, souvent les gens l'appellent le CISO, CISO. Donc, c'est toutes des pratiques qui sont importantes, qui font partie des bonnes pratiques. Donc. À cela s'ajoutent les enjeux de taille des entreprises. Il y a 90% des entreprises au Québec qui ont 20 moins employés. Donc, est-ce qu'elles ont la capacité d'avoir vraiment quelqu'un de dédié à l'interne? Est-ce qu'elles ont vraiment l'expertise? Il y a cet enjeu-là qui est important. Donc, puis, est-ce qu'on a la culture d'aller voir à l'extérieur pour se faire conseiller? On n'a pas besoin peut-être de quelqu'un dédié à 100%, mais il faut au moins aller chercher l'expertise à l'externe. Puis là, ça veut dire des dépenses. Mais appelons ça de la gestion de risque à ce moment-là, parce que l'effet de la cyberattaque va être diablement plus important que la dépense de base. Même chose pour la main-d'œuvre. Les professionnels en cybersécurité au Canada ont augmenté de 40% dans les 5 dernières années. Il y a de la pression énorme sur les talents dans le domaine, puis ça n'ira pas en s'améliorant. Donc, ça va être une difficulté qu'il va avoir dans les prochaines années encore. Donc, un grand message, si on veut, je pense qu'il est temps de perdre cette naïveté-là chez les entreprises. Vous allez voir avec les quelques recommandations qu'on a. Donc, ce n'est pas vraiment la question, c'est est-ce que je vais être attaqué, c'est plutôt quand est-ce que je vais être attaqué. Si vous êtes sur un conseil d'administration, votre prochain CA, vous devriez poser la question, qu'est-ce qu'on a fait de ce côté-là? Ça devrait être une question que chaque conseil d'administration pose à ses dirigeants. On a, en tout le rapport, compte 15 recommandations qu'on a travaillées avec la Fédération, puis qu'on a testées même avec plusieurs membres. Je ne les passerai pas toutes, là, mais il y a un message de mieux faire connaître les ressources, mieux faire connaître le sujet. Je pense qu'on lance peut-être quelque chose là. Les chambres de commerce devraient aborder ces sujets-là avec leurs membres directement pour sensibiliser les entrepreneurs. Il y a tout un réseau, là, les Cyber-Québec de ce monde, le Centre canadien sur la cybersécurité. Il y a des professeurs qui sont malades, là, ils sont vraiment très, très forts. Il faut que ces gens-là se parlent un peu plus, avoir même un réseau régional. C'est un peu la vision qu'on avait. Quand on parle des pratiques exemplaires, je les ai abordées un peu, mais les principes de droit d'accès minimal, la sauvegarde des données, l'authentification, les plans d'intervention. En cas d'accident, j'ai vu des entreprises, plus en relations publiques, relations gouvernementales, qui commencent à offrir même des services justement pour gérer en cas d'accident à l'interne et à l'externe. C'est important. On a la question d'interdire le paiement de rançon. Ça existe dans certains pays. Puisqu'on voyait dans les enquêtes, il y avait le 2/3 des entreprises qui étaient favorables à ça. Donc, puis ce que l'expérience montre, c'est que si c'est interdit, ben, le nombre de rançons diminue. Donc, ça faisait partie des grandes recommandations qu'on avait mis en place. La valorisation des données maintenant, c'est toute une autre section dans le rapport, mais vous comprendrez bien que les deux sont quand même interreliés, notamment dans la gouvernance de tout ça. On voit souvent que c'est une dépense. Puis, personnellement, même avec mes clients, je vais expliquer, je dis, ben non, je dis, chaque pièce que tu vas investir là-dedans, ça va te rapporter. Vous allez voir, les bénéfices sont très importants. Puis là, ben, c'est basé vraiment sur la littérature économique. Donc, la démonstration statistique est quand même très robuste. Puis on parle de 5 en gain de productivité. On parle de 5 en gain, de 6 en gain de rentabilité. Puis on a même des études, des cas qui parlaient de 22 donc, c'est probablement un plancher dans les gains qui sont offerts. Il y a des gains, des fois, qui se chiffrent un petit peu moins. On a deux grands vecteurs, si on veut. On a l'analyse prédictive puis les stratégies clients qui sont des applications de la valorisation des données. Bon, il y a
toutes sortes de regroupements, là, et, on aimait bien ces deux types de regroupements-là. L'analyse prédictive, dans le fond, elle vise à reconnaître des patterns dans les données pour obtenir la probabilité qu'un événement survienne. Maintenant, on est capable, avec les techniques statistiques de base, là, souvent de la régression, c'est pour simplifier les choses. J'ai 2 économètres chez nous, puis ils diraient, maudit que tu rends ça simple. Je ne les comprends pas tout le temps quand ils parlent, là, mais d'habitude, quand ils produisent leurs études, ils sont vraiment cool. Mais maintenant, là, ce qui est vraiment rendu capoté, c'est qu'on va combiner ça à du data mining, à du machine learning. Puis à ce moment-là, l'analyse prédictive va être capable d'amener plein de facteurs d'influence qu'avant on ne considérait pas. On le mettait ça là, pour Pierre, on mettait ça dans le terme d'erreur. Maintenant, on est capable vraiment d'aller loin. Il y a plein d'exemples. Par contre, j'en cherche encore des exemples le fun au Québec. Là, puis, s'il y a quelqu'un qui veut triper, là, puis faire un test, là, puis le présenter l'année prochaine, désolé Philippe, là, je m'engage, mais appelez-nous. Je pense qu'on pourrait faire un cas de démonstration vraiment québécois puis montrer la valeur ajoutée de ça. Dans le manufacturier, il y a plein de gains à aller chercher en termes de non-conformité, l'amélioration de la sécurité, la prévention de l'entretien, l'optimisation des chaînes de production. Il y avait plusieurs entreprises dans le secteur de l'énergie qui ont éliminé 75% des pannes sur leurs équipements en faisant de l'analyse prédictive. On avait un cas dans l'étude qu'on documente, c'est une chaîne d'hôtels qui était un peu fatiguée de subir les annulations de vol. Vous savez, il y a un vol qui est annulé, fait qu'à ce moment-là, ils sont capables de le prévoir et offrir, cibler leur marketing, offrir des chambres pour des gens qui sont pognés dans un aéroport. Ça a fait en sorte qu'ils ont augmenté 10% leur chiffre d'affaires. Moi, je me disais qu'ils pourraient peut-être l'envoyer à d'autres firmes aériennes pour prévoir ça. Il y a une chaîne de restaurants au Japon qui prédit à 85% son achalandage là, à chaque jour. Ça a eu un impact important sur ses dépenses. Elle a optimisé l'utilisation de ses équipes. Quand on parlait là, de rareté de main-d'œuvre, voilà une application qui répond bien à notre contexte actuellement. L'autre application là, sur plus l'approche client, est très importante parce qu'elle va aider les entreprises. Là, on a regroupé ça en 3 types d'efficacité. Quand on va parler d'efficacité commerciale, là-dedans, il va y avoir la génération de contenu, on va avoir un ciblage plus fin, des tarifications individualisées. Je me suis souvent en garde, par contre, les entreprises, cet aspect-là, pour pas amener de la confusion chez le consommateur. Quand on ne sait pas pourquoi on paye un prix X, ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux non plus. L'efficacité opérationnelle, à ce moment-là, il va y avoir une baisse de coûts d'acquisition puis de fidélisation des clients, une automatisation des processus, l'arrimage entre plein de systèmes, marketing, production, vente, tous vos systèmes qui ne se parlent pas nécessairement. Bref, on va être capable même d'évaluer la performance des opérations de marketing. Dans l'efficacité relationnelle, c'est vraiment l'attachement avec le client, son parcours dans son cycle de vie au complet, une expérience de marque qui va être rehaussée pour les clients. On dit que 80% des clients sont plus susceptibles d'acheter si l'offre est personnalisée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques de ça. Là, ceux qui ont magasiné sur Amazon, là, vous savez, ça faisait souvent ceux qui ont acheté telle chose achètent telle affaire. Ça, c'est 35% de leur vente. 35%. Donc, ça fonctionne bien. Même qu'Amazon, en utilisant du big data, ont diminué leur coût de transport de 10 à 40% selon les territoires. Puis, il y a 60% des entreprises qui voient l'expérience client comme un trait distinctif. Donc, si on veut distinguer, la valorisation des données est vraiment fondamentale. On a au Québec 42% des entreprises qui se disent extraire de la valeur de leurs propres données. C'est un chiffre que je trouve quand même intéressant. Le regret que j'ai, c'est que j'aurais aimé se poser une sous-question. Est-ce que c'est seulement descriptif? Parce que si dans vos organisations, vous faites seulement la description de données, ce n'est pas vraiment ce qu'on entend par valorisation. Il y a une couche de plus, il y a une interprétation, il y a une causalité qu'on veut essayer d'aller chercher.
Donc, ça va au-delà de ça. Je serais curieux de voir ça serait quoi la proportion par après. Il y a des freins qui limitent les entreprises québécoises à saisir tous ces bénéfices-là, hein, parce qu'on se dit, Caroline, il me semble que c'est évident. Ce que les entreprises ont dit, c'est que la moitié des entreprises disent, mes données, c'est le bordel, c'est trop compliqué, fait qu'ils ne voient pas la fin. Puis il y en a un autre qui disent, on n'a pas l'expertise à l'interne. Donc, c'est vraiment les deux gros freins qui ont été identifiés. Après ça, c'est plus des choses peut-être un peu techniques, les logiciels, soit les coûts, certains équipements. Ce qu'on ne saisit pas là-dedans, c'est qu'on suppose qu'on a des données. Là, des fois, ça part avec la numérisation là, en amont. Donc, il faut avoir ça en tête aussi. Donc, il faut avoir les systèmes qui permettent de traiter l'information. On a deux grands enjeux que plusieurs d'entre vous connaissez bien là, dans la valorisation de la donnée, puis il ne faut pas les négliger, il faut que ce soit une obsession. C'est la confidentialité puis la protection des données personnelles. C'est des enjeux qui sont vraiment importants. Dans le rapport, on aborde de front cette question-là parce qu'il y a des solutions. Puis il y a des solutions qui sont appuyées sur la science. Des fois, il y a des détracteurs là, qui, je pense, manquent un peu de sensibilité, mais il y a des solutions pour avoir cette sensibilité-là. La première, c'est la fiducie de données, dans le fond. C'est un outil qui est très puissant pour établir la confiance, notamment du public. Il y a des données qui sont vraiment très sensibles. Essentiellement, c'est une structure légale qui assure une gestion responsable des données qui lui sont confiées. Donc, c'est vraiment un atout pour pouvoir traiter d'informations délicates. Le traducteur de données, c'est quelqu'un qui va faire le pont dans une organisation entre les technologies puis les impératifs d'affaires. Moi, je dis que c'est un économiste. Mon équipe, qui ne sont pas des économistes, ne sont pas nécessairement d'accord. Ça peut être un informaticien qui est très bon en statistique. Il n'y a pas de profil unique, mais je trouve que les économistes, on ne se vend pas très bien sur les capacités de ce côté-là. C'est peut-être mon pitch de ma formation de ce côté-là, mais on a certainement des bonnes histoires à raconter de ce côté-là. Et statistiquement, il y a plein de techniques qui permettent d'anonymiser, j'ai réussi à le dire, je me suis pratiqué vraiment fort hier pour le dire, anonymiser les données. Nous, on l'utilise régulièrement. Il y a des enquêtes où même on donne des incitatifs pour répondre. Fait que les gens donnent des courriels. On est capable de faire les traitements de l'information, évacuer ça, d'enlever les noms. Fait que c'est possible vraiment de le faire technologiquement. Ça ne devrait pas être un enjeu, dans le fond. Un mot sur le secteur de la santé, parce qu'on a eu beaucoup de commentaires là-dessus des experts. Parce que tous les secteurs offrent ces potentiels-là. C'est la moitié du budget de l'État du Québec. Puis on cherche des façons d'aller faire des économies, d'augmenter notre productivité. Je vais essayer de ne pas mourir. C'est pas drôle. Mais c'est sûr que le secteur de la santé va offrir une chance d'ajouter à l'innovation, de mieux comprendre nos processus, d'améliorer la performance, optimiser l'utilisation des médicaments. Là, je ne suis vraiment pas un expert là-dedans, mais des fois, on tire à mitraillette alors qu'on pourrait être plus au sniper. Donc, ça va améliorer ça, puis c'est ça l'avenir. On fait le lien avec la médecine personnalisée. Donc, ça prend de l'information, puis on a les outils pour tenir compte de la sensibilité de ces données-là. Donc, un message sur la donnée, c'est un actif. Puis comme n'importe quel actif, oui, on ne peut pas y toucher. Là. C'est ça qui est tannant, puis des fois, on ne comprend pas comment le traiter, mais c'est vraiment important. Chaque pièce va rapporter. Puis, bien sûr, comme je disais tantôt, il faut avoir les systèmes qui permettent d'avoir de la donnée. C'est la première étape. Encore ici, on a des recommandations, 7 grandes recommandations. La première, quand on parle de la transversalité, c'est que tous les systèmes d'entreprise ils doivent se parler. Ou au moins, en tout cas, dans le traitement statistique, c'est possible de les faire se parler s'ils ne veulent pas. Là. Des fois, je suis conscient que c'est des grands systèmes, c'est compliqué. Mais quand on va parler des systèmes de production, de la gestion des clients, les finances, les RH, tout ça, il faut que ça se parle. On a l'adaptation là, à la disponibilité et à la présentation de l'information. Moi,
mes équipes ils ont fait un lexique des phrases que je dis tout le temps. Là, fait que c'est un peu tannant, là, mais je dis toujours qu'on investit tellement dans l'analyse et le traitement de l'information que si les données ne sont pas bien présentées, ça ne sert à rien. Donc, ça c'est vrai pour que ce soit la constitution d'un tableau de bord avancé ou de ce genre de choses-là. Il faut que l'information soit facilement digestible. On a mis bien sûr les outils de collaboration, fait qu'on fait le pont avec la fiducie notamment. J'en ai mis une là, qui est un peu mon dada, mais quand on fait des plans d'affaires, des études de marché, on va utiliser des données notamment de l'ISQ. Les budgets de l'USQ dans les 10 dernières années n'ont pas augmenté. C'est un peu une hérésie. Pogné à 29 millions, on devrait mettre le double essentiellement parce que ça va améliorer l'intelligence économique, l'intelligence d'affaires des organisations. Moi, c'est un peu quelque chose d'étrange qu'on n'ait pas cette culture de la donnée davantage. Donc, ça conclut cette présentation-là, le sommaire, dans le fond, de l'étude. Merci encore à la Fédération pour sa confiance. J'ai bien hâte d'entendre les discussions panel.